Vous êtes bien dans la grande édition de TV7, nous sommes le mercredi 1er octobre, c'est l'heure de votre journal, voici les titres. Et à la une, l'émotion à Saint-Christoly-de-Blaye en Gironde après la mort d'une octogénaire dans l'incendie de son château samedi dernier. L'autopsie a été réalisée hier, le parquet de Bordeaux privilégie désormais la piste criminelle, une nouvelle qui sidère les habitants de la commune. C'est une initiative encore trop rare en France. À Bruges, en Gironde, 8 studios ont été construits pour accueillir de jeunes adultes atteints d'autisme, une forme d'indépendance et une rupture avec l'isolement social auquel ils sont confrontés au quotidien. Le projet a été en partie financé par le département. Il y avait déjà le Nutri-Score pour les aliments, les vêtements ont maintenant leur Éco-Score. Un étiquetage entré en vigueur aujourd'hui, il doit informer le consommateur sur le coût environnemental du textile. À Bordeaux, rue Sainte-Catherine, Antoine Rivalin est allé demander aux commerçants et aux clients ce qu'ils pensaient de ce nouvel indicateur. Qui a causé la mort de la propriétaire du château de la Corderie à Saint-Christoly-de-Blaye en Gironde? Le parquet de Bordeaux privilégie la piste criminelle après l'autopsie hier de cette octogénaire. Elle avait été retrouvée sans vie dans son manoir incendié dans la nuit de vendredi à samedi. Un rebondissement qui bouleverse et interroge les habitants de la commune. Reportage d'Yvan Branchy. Dans cette petite commune de 1900 habitants, personne n'arrive à y croire. Qui aurait pu en vouloir à Ginette Bozelli? Cette femme de 84 ans, respectée et connue de tous, retrouvée morte dans un incendie 4 jours plus tôt. Elle était très gentille et tout, très serviable. Elle s'occupait bien des chats et tout. Elle avait un cœur en or. Elle a rendu beaucoup de gens heureux ici. Ça, c'est vrai, depuis qu'elle est venue ici, moi, je l'ai adorée. Un drame qui vient de connaître un nouveau tournant. Le procureur de la République a indiqué que l'autopsie réalisée lundi privilégie une origine criminelle, une piste qui laisse le village de Saint-Christoly-de-Blaye sous le choc. De l'incompréhension, de l'interrogation et vraiment de l'incompréhension parce que franchement c'est épouvantable quoi. C'est épouvantable. Rien que d'avoir l'idée de mettre le feu comme ça à un endroit aussi merveilleux que ça, c'est très choquant. Devant son château du XXe siècle, détruit par les flammes, à côté des scellés, une dizaine de bouquets de fleurs a été accrochés aux grilles. Les habitants, remplis de tristesse, se succèdent pour saluer la mémoire de l'octogénaire. Tous tentent de comprendre, mais les nombreuses questions restent sans réponse. J'ai dit c'est pas possible, une dame comme ça, qu'on lui fasse du mal à ce point-là, finir comme ça. Elle aimait son château, c'est sûr, la pauvre. Je comprends pas qu'on puisse faire du mal à ce point-là. L'enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes. Les investigations ont été confiées à la section de recherche de la Gendarmerie nationale à Bordeaux. De son côté, la municipalité a prévu d'organiser une marche blanche dans les prochains jours pour rendre hommage à cette femme qualifiée d'aimable et souriante. C'est un des premiers immeubles du genre en France. À Bruges, en Gironde, 8 studios accueillent des jeunes adultes atteints d'autisme. Des logements construits spécifiquement pour les accompagner vers l'autonomie et lutter contre l'isolement social. Un projet en partie financé par le département qui met en plus à leur disposition 2 animatrices pour les épauler au quotidien. Reportage d'Océane Archambault. Léo, 29 ans, a emménagé dans ce studio en mars dernier. Ce premier appartement lui offre enfin un peu d'indépendance. Des fois le soir je regarde un peu la télé et j'ai une terrasse aussi où je peux aller dehors. Et pour éviter l'isolement dans lequel sont parfois enfermées les personnes porteuses d'autisme, Léo vient chercher un peu de compagnie dans cet appartement collectif. Sorte de colocation dans laquelle il peut partager des moments avec les autres résidents, comme Mathilde. On peut faire des soirées jeux vidéo comme la Switch et la Wii. On y fait les réunions, on y fait des activités. C'est avec Manon que les résidents organisent régulièrement des activités et sorties. En ce moment, c'est tous les mardis soirs, ils ont mis soirée jeux vidéo. D'accord. Donc c'est plutôt chouette. Elle est l'une des 2 animatrices du projet, porté en partie par le département de la Gironde. C'est un rôle, je pense, de soutien, principalement sur de la convivialité et de veille sur l'isolement. C'est-à-dire que ce sont des habitants donc porteurs d'autisme qui peuvent vite s'isoler dans leur logement. Et l'idée, c'est de rompre ça.
Offrir un peu d'indépendance à ces jeunes adultes, c'était le souhait de leur famille. Au début, on était trois familles à se demander, nos enfants grandissent, qu'est-ce qu'on souhaite, qu'est-ce qu'on voudrait, comment on imaginerait les choses, et on a commencé à réfléchir. Et en fait, on a commencé à réfléchir à ce qu'était un habitat inclusif sans savoir que ça s'appelait comme ça. En 2024, selon une enquête de l'association Autisme France, près de la moitié des personnes autistes interrogées exprimaient l'envie de vivre en habitat inclusif ou en hébergement adapté. Mais en réalité, seuls 22% vivent en logement indépendant. Vous connaissez le Nutri-Score, cette étiquette qui indique la qualité nutritionnelle des aliments. Eh bien, les vêtements ont désormais leur propre indicateur. Ça s'appelle EcoScore, il est entré en vigueur aujourd'hui. Il doit vous aider à mesurer le coût pour la planète des textiles que vous achèterez en magasin ou en ligne. Antoine Rivalin, bonsoir. Bonsoir Johan. Première question, l'EcoScore, en quoi ça consiste? Comment ça fonctionne? Eh bien, vous l'avez dit en introduction, le principe est presque identique au Nutri-Score que l'on retrouve sur des emballages alimentaires. Mais pour l'EcoScore du textile, cela fonctionne avec une note allant de 0 à plusieurs milliers. Elles sont attribuées en fonction de 16 critères comme la durée de vie des vêtements ou le volume de production des collections. Et concrètement, Johan, sur un jean ou un t-shirt, plus la note est élevée, plus son coût pour la planète est élevé. Alors ce matin, vous êtes promené à Bordeaux pour voir si les étiquettes elles étaient déjà affichées dans les magasins, c'est ça? C'est ça, j'ai fait le tour d'une petite dizaine de boutiques et malheureusement, je n'en ai vu aucune. Mais c'est normal, aujourd'hui, il n'y a encore aucune obligation pour les marques et les commerçants d'afficher ces étiquettes. C'est uniquement sur la base du volontariat. Vous imaginez bien que les mauvais élèves du textile n'affichent pas aussi leur score. Reste pour le moment le principe de cet indicateur qui est plutôt, lui, bien accueilli par certains commerçants. Écoutez. On est content que ça arrive. Nous, on est une marque en fait qui prône la transparence, la traçabilité, et en fait, on produit qu'en Europe. Donc, en fait, c'est quelque chose qui justement va nous permettre un petit peu d'avoir des billes contre la fast fashion, justement, sur lequel on se bat un petit peu. Côté vêtements, c'est quelque chose qui devrait apporter pas mal de nouveautés et un petit peu rééquilibrer la balance. Là où on voit qu'aujourd'hui, des marques comme Shine, par exemple, en fait, explosent sous les compteurs. Ça nous fait un peu de mal. Alors cet affichage, il est prévu pour les magasins, mais il est aussi prévu pour les achats en ligne. Exactement, il y a déjà beaucoup de sites où ces étiquettes EcoScore sont affichées. Par exemple, je suis allé sur un site de vente de vêtements en ligne ce matin également, et dans les informations complémentaires du produit, on trouve la rubrique Impact environnemental, et c'est ici que l'on voit l'étiquette EcoScore, 1448 en point d'impact, et à titre de comparaison, le même produit issu de la fast fashion atteindrait 3818 points, soit 2,5 fois plus. Et si vous m'avez suivi depuis le début, pour la planète, le coût est 2 fois plus mauvais pour le sweat issu de la fast fashion. Les consommateurs que vous avez rencontrés ce matin à Bordeaux, que pensent-ils de cet indicateur? Eh bien pour certains d'entre eux, la transparence de l'impact écologique est une bonne chose, comme pour Tariq que j'ai pu rencontrer. Écoutez. Je trouve que plus le consommateur a d'informations, mieux c'est. Et après, à libre à chacun de faire son choix. Je ne suis pas sûr que ça change forcément énormément les habitudes des gens, mais au moins ça renseigne et ça peut permettre pour les personnes qui font déjà attention de acheter telle ou telle pièce plutôt qu'une autre. Et peut-être que si ça sensibilisera d'autres gens, sachant que tel produit en fait est hyper néfaste pour la planète. On l'a entendu, l'EcoScore pourrait donc sensibiliser, voire conditionner le choix de l'achat. Mais avoir des vêtements moins coûteux pour la planète, c'est faire plus mal à son porte-monnaie. La mode dite éco-responsable est 2 à 3 fois plus chère selon les marques que les vêtements provenant de fast fashion et ça pourrait refroidir les Bordelais. Écoutez. Une fois qu'il y a un impact plus vert et plus recherché, le prix va avec aussi. Forcément, c'est triste à dire, mais bon, les marques font avec. Le prix, oui, je pense que forcément il sera un prix un peu plus élevé, donc niveau achat, ce sera un peu plus compliqué, mais si c'est pour la bonne cause, pourquoi pas. Enfin, Johan, l'EcoScore des textiles est aujourd'hui en phase expérimentale pendant 1 an. Il pourrait, si l'essai est concluant, devenir obligatoire dans les mois à venir. Affaire à suivre. Merci beaucoup Antoine Rivalin. Les Birdies, aux côtés des Lionnes ou encore des Louves, il s'agit du surnom de 3 des 5 clubs féminins d'élite de la métropole bordelaise qui ont donné ce matin une conférence de presse commune, une première en France pour donner un coup de projecteur sur le sport féminin en Gironde. Ils souffrent d'un manque de visibilité médiatique mais aussi de sponsors. Écoutez Amélie Guillon, capitaine de l'équipe de basket des Louves de Saint-Delphin, club résident à Villeneuve-d'Ornon. On fait quand même partie du plus haut niveau féminin et on est le plus haut niveau basket féminin et même masculin de la région. Donc on ne pense pas tout le temps à nous sur le basket, on pense plus au JSA, donc aux garçons. Et là, pour
prôner le sport féminin, c'est important qu'on soit là. Et je pense que c'est des étapes qui vont se faire petit à petit. Le club, même s'il a 75 ans, ça reste un club qui est récent pour ce niveau-là. Je souhaite au club d'avoir une évolution aussi, d'augmenter de niveau. Pour l'instant, on n'est pas prêt financièrement et malheureusement, ça prendra du temps parce qu'on l'a dit tout à l'heure, niveau subvention, c'est un peu compliqué pour nous. Donc on aimerait bien effectivement de plus en plus de sponsors, les gens qui viennent nous voir, ah en fait, c'est pas si mal que ça le basket féminin, puis vous vous envoyez, c'est physique. Des propos recueillis par Emma Sicli. Et puis toujours en sport, en hockey sur glace, les boxers de Bordeaux tiennent enfin leur première victoire de la saison en Ligue Magnus. Hier soir, ils se sont imposés 5-1 sur la patinoire d'Anglet après 5 défaites lors des 5 premières journées. Un regain de forme à confirmer lors de la réception de Gap vendredi soir, un match diffusé sur les antennes de TV7. Ainsi se termine le journal de la rédaction de TV7, l'essentiel de l'actualité locale. Tout de suite, on s'intéresse à votre journal Sud-Ouest de demain. Et tous les soirs, un membre de la rédaction de Sud-Ouest est en plateau pour vous présenter les grands titres de l'édition de demain. Et ce soir, j'accueille Jean-Pierre Dorian. Jean-Pierre, bonsoir. Bonsoir Yoann. Vous êtes directeur de la rédaction. Qu'est-ce qu'on pourra lire demain ? Demain, un fait du jour, en prévision de la journée d'action de ce jeudi, un fait du jour autour du malaise chez les enseignants, voilà, avec un dossier titré autour d'enseignants au bord de la crise de nerfs, au bord de la crise de foi sans eux. Vous voyez l'allusion, pour dire qu'effectivement tous les baromètres sont un peu au plus bas. Voilà, il n'y a pas beaucoup de vocations, il y a des gens qui souffrent visiblement dans leur métier, donc on a fait pas mal de reportages et recueilli des témoignages pour essayer de dénouer, participer en tout cas à dénouer ce qui est un gros problème pour les générations futures. Autre sujet beaucoup plus léger cette fois, il sera question de rugby aussi. Absolument, beaucoup plus léger comme vous dites. On parle de l'UBB et de son début de saison un peu chaotique, mais avec des bonnes nouvelles au milieu et une interview croisée qui fera plaisir à la fois aux amateurs de rugby et à la fois aux amoureux du Pays Basque, parce que les deux jeunes... Mousquet et Tchegaray, au nom très basque, au prénom très basque aussi, Yon et Jeanne, qui font une interview croisée et qui racontent comment leur début de saison est important pour eux, est important aussi pour l'UBB qui peut compter sur eux. Bayonne qui est 5e, l'UBB 8e. Absolument. Saison pour les Bayonnes. Il va falloir que ça démarre mieux quand même. Voilà. Ça démarre mieux. Merci beaucoup Jean-Pierre Dorian. Merci Yoann. À moins de 6 mois des élections municipales, TV7 se déplace chez vous pour vous poser cette question. Et vous, que feriez-vous si vous étiez le maire de votre commune ? Cette semaine, C'est vous le maire vous emmène à Pauillac, en Gironde. Juliette Huard et François Laurando donnent la parole aux habitants et aux commerçants. Regardez.